Une bergère a disparu dans les montagnes rocheuses lors d'une excursion de pâturage. Elle s'est volatilisée, sans laisser d'indices, comme si la nature sauvage l'avait engloutie. Mais 22 ans plus tard, son père retourne à l'endroit exact et fait une découverte terrifiante. Une révélation qui dévoile enfin ce qui s'est passé ce jour-là, il y a plus de 2 décennies. Les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel du Wyoming d'un gris pâle, tandis que Miguel Santos accomplissait ses tâches habituelles à la ferme Whitaker, Livestock and Wool. À 55 ans, ses mains usées travaillaient avec l'efficacité de quelqu'un qui avait passé plus de 20 ans à s'occuper des moutons, à réparer les clôtures et à entretenir la vaste propriété qui était devenue à la fois son gagne-pain et une prison de souvenirs. Rock Hollow, Wyoming, était ce genre d'endroit niché dans l'ombre de la chaîne de Wind River, où l'économie tournait autour de la production de laine et des rythmes ancestraux du pastoralisme, qui avaient fait vivre des familles pendant des générations. La petite ville agricole se blottissait contre les montagnes comme un enfant cherchant le réconfort d'un parent. Ses modestes bâtiments et ses routes gravillonnées témoignaient d'un mode de vie simple, que les brochures touristiques aimaient romantiser, mais que peu d'étrangers comprenaient bien vraiment. Miguel était penché sur une section de clôture endommagée près de la grange principale, son souffle visible dans l'air frais du matin, quand son téléphone satellite sonna. Le son trancha le silence comme une lame, faisant nerveusement bouger les moutons dans leur enclos. Il reconnut immédiatement le numéro d'Harold Whitaker. « Miguel, Dieu merci, tu as répondu. » La voix d'Harold grésilla dans le téléphone, portant une urgence qui fit se redresser Miguel. « Harold, qu'est-ce qui ne va pas? Il est à peine 5h30. J'ai besoin que tu emmènes le troupeau de moutons sur le mont Chipone aujourd'hui. Tout de suite, en fait. » Miguel posa ses outils et essuya ses mains sur son jean usé. « Tout de suite, Harold, je suis en train de réparer la clôture nord. 2 panneaux se sont détachés avec le vent cette nuit. Et si je ne les fixe pas, la clôture peut attendre, » interrompit Harold. Tom a appelé pour dire qu'il était malade et il était censé emmener le troupeau ce matin. Je ne peux trouver personne d'autre à si court préavis. Et tu sais à quel point il est important de les emmener dans les hauts pâturages pendant que le temps le permet. Miguel sentit son estomac se nouer. Les montagnes. Après toutes ces années, Harold lui demandait de retourner à l'endroit où tout avait mal tourné. « Harold, tu sais que je n'ai pas fait les montées en montagne depuis des années. Pas depuis... Il n'avait pas besoin de finir sa phrase. Harold savait tout de ce qui s'était passé la dernière fois que Miguel avait tenté de garder les moutons seuls dans les hauts pâturages. « Je sais, Miguel, je sais que c'est difficile pour toi, » dit Harold, la voix adoucie par cette compréhension qui vient d'années d'amitié et d'épreuves partagées. « Mais tu es le meilleur berger que j'ai, même si tu n'y es pas allé récemment. Et honnêtement, tu es le seul à qui je fais confiance avec tout le troupeau. » Miguel ferma les yeux, sentant le poids familier du chagrin et de l'anxiété s'installer sur lui comme une lourde couverture. La dernière fois qu'il avait tenté une montée en montagne, c'était il y a près de 10 ans. Et cela s'était terminé en catastrophe. Les hallucinations avaient recommencé presque immédiatement. Des visions de sa fille Lucia, âgée de 9 ans, se faufilant entre les moutons, son rire résonnant contre les parois du canyon. Il était devenu si désorienté qu'il avait failli tomber d'une falaise, sauvé uniquement par les aboiements frénétiques de son border collie. Depuis, Harold avait gardé Miguel à travailler autour de la ferme elle-même, comprenant que les blessures psychologiques de son employé étaient plus profondes que tout ce que le temps pouvait guérir. Miguel avait été reconnaissant pour cette considération, mais cela signifiait aussi qu'il n'avait jamais cessé d'espérer qu'un jour, Lucia puisse retrouver son chemin vers Rock Hollow, vers le seul foyer qu'elle ait jamais connu en Amérique. « Les autres travailleurs n'ont pas ton expérience du terrain, » continua Harold. « Et Tom était censé les emmener jusqu'au pré de Chipone, pas seulement dans les pâturages inférieurs.
Tu sais combien cette route peut être délicate. » Miguel ouvrit les yeux et fixa les montagnes, leur sommet captant déjà la lumière matinale. Quelque part là-haut, 22 ans auparavant, sa fille avait disparu sans laisser de traces. Malgré d'innombrables équipes de recherche, enquêtes policières et ses propres errances désespérées à travers chaque canyon et prairie qu'il pouvait trouver, Lucia Santos s'était simplement volatilisée, comme si les montagnes l'avaient engloutie. « Miguel, tu es toujours là? »« Oui, je suis là. » Miguel se frotta le front, sentant le début d'un mal de tête familier dû à la tension. « Harold, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça. Et si j'avais une autre crise? Écoute, je vais te faciliter les choses. Prends le camion au lieu d'y aller à pied. Conduis aussi loin que possible. Ensuite, ce n'est qu'une courte randonnée pour installer le camp. Et c'est seulement pour une nuit. Installe-les simplement dans le haut pâturage et ramène-les demain. » L'option du camion rendait effectivement les choses plus faciles. À l'époque, quand Miguel avait commencé à travailler pour Harold, il menait les troupeaux à pied, suivant d'anciens sentiers utilisés par les bergers depuis des générations. Mais l'élevage moderne s'était adapté pour inclure des véhicules pour le transport initial, économisant du temps et de l'énergie pour la gestion réelle du pâturage. Miguel pensa aux 23 moutons actuellement parqués et attendant leur voyage vers les pâturages de montagne. Ils avaient besoin de l'herbe riche qui ne poussait qu'à haute altitude, et le timing était crucial. Trop tôt, et ils affrontèrent les tempêtes de fin de printemps. Trop tard, et ils manquèrent la brève fenêtre de pâturage optimale avant la sécheresse estivale. « C'est vraiment exceptionnel », demanda Miguel, sachant déjà en parlant qu'il allait accepter. Harold lui avait tout donné. Un visa de travail quand il était un immigrant désespéré avec une jeune fille, un emploi stable pendant plus de 20 ans, le parrainage pour sa carte verte, et finalement, un chemin vers la citoyenneté. Le moins qu'il puisse faire était d'aider pendant une urgence. « Une seule fois », confirma Harold. « Et Miguel, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Je ne te le demanderai pas si j'avais une autre option. » Miguel regarda la clôture endommagée, puis l'enclos des moutons, et enfin les montagnes où, quelque part parmi les sommets et les prairies, sa petite fille adorée était devenue un fantôme qui hantait chaque rocher et chaque arbre. « D'accord, » dit-il finalement. « Je vais le faire. »« Merci, Miguel. Je te dois une fière chandelle. » Après avoir terminé l'appel, Miguel resta un moment dans la lumière grandissante, écoutant les moutons bêler doucement dans leur enclos et le son lointain du vent à travers les pins. 22 ans auparavant, il était un jeune père avec des rêves de déménager dans une grande ville, de donner à Lucia les opportunités que l'Amérique promettait. Au lieu de cela, ils étaient restés dans cette petite ville de montagne, année après année, parce que comment pouvait-il partir alors qu'elle pourrait rentrer à la maison? Il marcha vers la remise à matériel et prit les clés du camion sur leur crochet. Le vieux pick-up Ford avait connu des jours meilleurs, mais il était assez fiable pour le travail en montagne. Charger les panneaux de clôture portable et l'équipement de camping prit une bonne heure, et au moment où il était prêt à faire entrer les moutons dans le compartiment spécialement conçu pour le bétail, le soleil s'était complètement levé au-dessus des pics orientaux. Tandis que Miguel guidait le dernier mouton sur la rampe de chargement, il se retrouva à penser à combien les choses avaient de changé depuis ses premiers jours. Quand lui et Lucia étaient arrivés du Pérou, tout en Amérique semblait incroyablement moderne et efficace. Même quelque chose d'aussi ancien que la garde des moutons avait été modernisé avec des camions, des téléphones satellites et des appareils GPS. À l'époque, il était fier de s'adapter à ces nouvelles méthodes, les voyant comme des symboles du progrès qu'il faisait dans son pays d'adoption. Maintenant, alors qu'il fermait la barrière du bétail et montait dans le siège du conducteur,
Miguel ne pouvait s'empêcher de sentir que toutes les commodités modernes du monde ne pouvaient combler le vide que la disparition de sa fille avait laissé dans sa vie. Il avait appris l'anglais couramment, obtenu sa citoyenneté et bâti une réputation comme l'un des ouvriers agricoles les plus fiables du comté. Mais rien de tout cela n'avait d'importance quand il se couchait chaque soir dans une maison vide, écoutant encore des pas qui ne viendraient même jamais. Le trajet vers les montagnes prit un peu moins de 3 heures, serpentant le long de routes de plus en plus étroites, jusqu'à ce qu'il atteigne le dernier point d'accès pour les véhicules. Miguel gara le camion dans une petite clairière qui servait de zone de rassemblement non officielle pour les bergers et les randonneurs, puis commença le processus de déchargement de ses moutons et de son équipement. Alors que Miguel entamait l'ascension vers le pré de Chipone, guidant son petit troupeau le long du sentier bien usé, il remarqua que des nuages sombres commençaient à s'amasser au-dessus des pics occidentaux. Le temps dans ces montagnes pouvait changer rapidement, et ce qui avait commencé comme une matinée claire montrait déjà des signes d'une pluie imminente. Il accéléra le pas, sachant qu'il devait atteindre un abri avant que le temps ne se détériore complètement. À mi-chemin du sentier, Miguel aperçut la cabane en pierre qui servait d'abri d'urgence aux bergers depuis des générations, construite en granit local et conçue pour résister aux rudes hivers montagnards. Lorsqu'il atteignit enfin le pré de Chipone, le vaste pâturage alpin s'étendait devant lui, comme un tapis vert déroulé sur les pentes du mont Chipone. Cet endroit avait été au cœur de la tradition pastorale de la région pendant des générations. Le pré se trouvait à une altitude où l'air était fin et pur, entouré de sommets qui captaient des nuages et les libéraient sous forme de neige et de pluie porteuse de vie. Mais lorsqu'il franchit la dernière montée avec son petit troupeau, Miguel réalisa qu'il n'était pas seul. Répandu sur l'autre côté du pré se trouvait un autre troupeau de moutons, bien plus grand que son modeste groupe de 23 animaux. Même de loin, il pouvait compter ce qui semblait être des centaines de moutons, leurs formes blanches parsemant le paysage comme des nuages épars. Autour d'eux, il y avait au moins une douzaine de travailleurs, bien plus que ce qu'une opération pastorale normale nécessiterait. Cette vue fit s'arrêter Miguel. Durant toutes ces années à amener des moutons dans ces hauts pâturages, il avait rarement rencontré une opération aussi importante. La plupart des fermes locales, comme celle d'Harold, gérèrent des troupeaux plus petits qui pouvaient être pris en charge par 1 ou 2 bergers expérimentés. Cela ressemblait davantage à une opération à échelle industrielle, le genre de choses dont il avait entendu parler, mais qu'il n'avait jamais vu de ses propres yeux. Alors que les premières grosses gouttes de pluie commençaient à tomber, Miguel guida ses moutons vers la cabane historique en pierre qui avait abrité des bergers depuis avant son arrivée en Amérique. La structure était un témoignage du savoir-faire de l'ancien monde, construite à partir de blocs massifs de granit local, assemblés sans mortier, conçus pour résister aux rudes hivers montagnards et aux soudaines tempêtes estivales caractéristiques de cette altitude. Miguel s'approcha de la lourde porte en bois et frappa, suivant le protocole non écrit du pastoralisme de montagne. La porte s'ouvrit pour révéler un homme grand aux épaules larges, dans la cinquantaine, avec des yeux bleu pâle et des cheveux grisonnants sous un chapeau de cow-boy usé. L'expression de l'homme s'assombrit immédiatement quand il vit Miguel, son regard balayant tout, des vêtements usés de Miguel à ses traits manifestement non anglo-saxons. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda l'homme d'un ton sec, sa voix portant l'accent plat de quelqu'un qui avait vécu toute sa vie dans ces montagnes. « J'espérais pouvoir m'abriter ici pour la nuit, » répondit poliment Miguel, dans un anglais encore accentué mais fluide. « Le temps se dégrade, et j'ai des moutons à protéger. » Le visage du berger américain se durcit davantage. « Eh bien, tu peux oublier cette idée tout de suite. Je suis arrivé ici en premier avec mon troupeau, et c'est ma cabane de toute façon. Tu dois emmener tes animaux ailleurs. »
Miguel savait que la compétition entre bergers pouvait mener à des disputes territoriales, mais l'hostilité de l'homme semblait excessive, même selon ses standards. « Je comprends que vous étiez ici en premier », dit Miguel prudemment. « Mais il y a largement assez de place dans le pré pour nos 2 troupeaux, et la cabane est assez grande. »« Écoute-moi bien, » interrompit l'homme, s'approchant et scrutant Miguel avec un dédain non dissimulé. « Cette cabane en pierre a été construite par mon grand-père avec du granit local. Elle appartient à ma famille, pas à un berger immigrant qui travaille probablement pour une minuscule exploitation. » Ses yeux se rétrécirent tandis qu'il continuait. « Tu n'as pas l'air d'être à la hauteur d'une vraie exploitation d'élevage comme la mienne. Mieux vaut partir avant de causer des problèmes. » Les sous-entendus racistes dans les paroles de Tatal de l'homme frappèrent Maître Miguel comme un coup physique. Durant ses 22 années en Amérique, il avait rencontré des préjugés auparavant, mais rarement de façon aussi flagrante. L'homme faisait clairement des suppositions basées uniquement sur l'apparence et l'accent de Miguel, le considérant comme inférieur sans rien connaître de son expérience ou de ses qualifications. « Je ne veux pas d'ennui, » dit Miguel, s'efforçant de garder sa voix égale. « J'ai juste besoin d'un abri pour mes moutons. » Le berger américain ricana. « Alors, tu aurais dû y penser avant d'amener tes animaux malades ici. Trouve un autre endroit. » Sur ces mots, il claqua la porte, laissant Miguel debout sous la pluie qui s'intensifiait. Pendant un moment, Miguel resta simplement là, digérant la rencontre. Puis, s'accordant un moment, il conduisit ses moutons vers une zone relativement plate, à environ 100 mètres de la cabane en pierre, et commença à installer sa tente d'urgence. L'abri portable n'était pas aussi confortable que la cabane aurait pu l'être, mais il était imperméable et assez grand pour offrir une protection adéquate. Alors qu'il travaillait à établir une clôture temporaire autour de sa zone de pâturage, Miguel se surprit à étudier l'immense opération étalée sur le reste du pré. Ce qu'il vit le troubla. L'autre troupeau était effectivement énorme. Il estimait au moins 300 ou 400 moutons, nécessitant une gestion constante par la douzaine de travailleurs qu'il pouvait voir se déplacer parmi eux. Mais c'étaient les travailleurs eux-mêmes qui attiraient ben son attention. D'après leurs mouvements et les brèves conversations qu'il pouvait entendre portées par le vent de la montagne, il était clair que la plupart, sinon tous, étaient des immigrants comme lui. Il pouvait entendre des bribes d'espagnol, ce qui semblait être du portugais, et d'autres langues qu'il ne pouvait pas immédiatement identifier. Miguel fit un signe de la main et sourit à l'une des travailleuses, une femme qui s'occupait des moutons près de la frontière entre les 2 troupeaux. Elle était plus proche que les autres, suffisamment proche pour qu'il puisse voir qu'elle était relativement jeune, probablement dans la trentaine, avec ce teint buriné qui venait d'années de travail en plein air. Avant que la femme ne puisse répondre à son salut, la porte de la cabane en pierre s'ouvrit à nouveau, et le berger américain émergea. Cette fois, sa voix portait clairement à travers le pré, alors qu'il criait des ordres à ses travailleurs. « Éloignez ces animaux de son troupeau !» beugla l'homme, pointant directement vers Miguel. « Je ne veux pas que ces moutons malades se mélangent aux nôtres, et je ne veux pas non plus que vous lui parliez. » Miguel sentit son visage brûler d'humiliation, en réalisant que l'homme se référait à lui et à ses animaux avec des insultes raciales, assez forts pour que tout le monde dans le pré puisse entendre. Les accusations de maladie étaient particulièrement exaspérantes. Les moutons de Miguel étaient sains et bien soignés, et n'importe quel berger expérimenté aurait pu le voir immédiatement. Il regarda les travailleurs commencer à déplacer efficacement les clôtures et à guider leur portion du troupeau massif, loin de son petit groupe. Leurs mouvements étaient rapides et exercés, suggérant qu'ils étaient habitués à suivre les ordres sans poser de questions. La femme qui avait été la plus proche de la zone de Miguel rassembla ses moutons et commença à les déplacer, mais pas avant de croiser à nouveau son regard.
Le berger américain, Miguel avait entendu l'un des travailleurs l'appeler Monsieur Cyrus, disparut à nouveau dans la cabane en pierre, claquant la porte derrière lui. Le son résonna à travers le pré comme un coup de feu, faisant lever nerveusement la tête de certains moutons de leur pâturage. Quelques minutes de plus tard, Miguel remarqua que la même travailleuse lui faisait signe, cette fois d'une manière qui visait clairement à attirer son attention. Elle se tenait près d'une autre femme, légèrement plus âgée, et toutes deux jetèrent des regards vers la cabane en pierre, comme si elles s'assuraient de ne pas être observées. Curieux et encore piqué par sa rencontre avec leur patron, Miguel sécurisa ses moutons derrière leur clôture temporaire et marcha vers les deux femmes. En se rapprochant, il put voir que la plus jeune femme était effectivement dans la trentaine, avec des cheveux noirs, attachés en une queue de cheval pratique et des vêtements qui avaient été beaucoup portés. La femme plus âgée semblait être dans la fin de la trentaine, avec un visage plus buriné et la posture prudente de quelqu'un qui avait appris à être constamment alerte. « Bonjour », dit Miguel en espagnol, espérant qu'elle serait plus à l'aise dans cette langue. La plus jeune femme sourit et répondit dans un anglais fortement accentué. « Bonjour, je suis Anna. Voici Tira. » Elle fit un geste vers sa compagne, qui hocha légèrement la tête. « Je suis Miguel, » répondit-il, également en anglais. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure avec votre patron. » L'expression d'Anna devint désolée. « Oui, désolé pour ça. Il peut être difficile, mais il essaie juste de gérer un très grand troupeau, vous comprenez? Parfois, il est stressé. » Miguel hocha la tête, bien qu'en privé, il pensait que le stress n'était pas une excuse pour le racisme. « Je comprends. Je vois que vous avez beaucoup de moutons à gérer. Je ne voulais pas causer de problème. J'avais juste besoin d'un abri contre la tempête. »« Bien sûr, » dit Tira, son anglais tout aussi approximatif, mais compréhensible. « Nous ne voyons pas d'inconvénient à partager le pré. Il y a assez de place pour tout le monde. »« Merci, » dit Miguel avec gratitude. « D'où venez-vous toutes les deux? »« Je viens de Rock Hollow, pas très loin d'ici, de l'autre côté de la montagne. Habituellement, c'est un de nos autres travailleurs qui fait ses voyages en montagne, mais il était malade aujourd'hui. Alors, j'ai dû le remplacer. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Je ne suis pas sûr de ce qui a changé. » Les deux femmes n'échangèrent un regard rapide avant qu'Anna ne réponde. « Nous venons de Silver Ridge. C'est une ville de l'autre côté de la montagne. » Miguel hocha la tête. « Ah oui, je connais Silver Ridge. J'y suis allé quelques fois au fil des ans. C'est un peu plus grand que Rock Hollow. Pour quelle ferme travaillez-vous? Je ne pense pas connaître votre patron. » Encore une fois, les femmes hésitèrent, et Miguel remarqua qu'elles ne répondaient pas directement à sa question. « Silver Ridge a beaucoup de fermes, » dit Anna vaguement. Sentant leur malaise, Miguel décida de ne pas insister. « Eh bien, je devrais retourner à mes moutons, » dit-il. Mais quelque chose le fit s'arrêter. « Vous allez bien toutes les deux. Vous n'êtes pas exploitées ou quelque chose comme ça. Si vous avez besoin d'aide. » Anna secoua rapidement la tête. « La vie peut être dure, » dit-elle dans son anglais soigné. « Mais c'est mieux que la vie pour beaucoup de gens. » Ces mots frappèrent Miguel comme un coup de tonnerre. C'était presque exactement ce qu'il disait à Lucia chaque fois qu'elle se plaignait de leur situation dans leurs premières années. Au Pérou, ils avaient bandé de déménager dans une grande ville américaine, d'opportunités et de prospérité. Quand la réalité s'était avérée être une petite ville de montagne et un dur travail de ranch, Lucia avait parfois exprimé sa déception. « Nous devrions être reconnaissants, » lui avait dit Miguel encore et encore. « C'est mieux que ce que beaucoup de gens ont. Nous avons un travail stable, un endroit sûr où vivre et des opportunités pour construire un avenir meilleur. » Maintenant, en entendant ces mêmes sentiments de la part d'Anna, Miguel se sentit momentanément étourdi. Anna remarqua son expression et agita doucement sa main près de son visage, souriant avec inquiétude.
Vous allez bien? Demanda-t-elle. Alors qu'Anna bougeait sa main, Miguel remarqua ses doigts fins, et quand elle sourit, quelque chose dans son expression lui rappela puissamment Lucia. Pendant un instant, il se retrouva à la fixer, voyant le visage de sa fille dans les traits de cette jeune femme. Mais il rejeta rapidement cette pensée comme une illusion due au désir et au fait d'être de retour dans ce lieu où ses souvenirs étaient les plus forts. « Je vais bien, » dit-il, forçant un sourire. Juste fatigué par le voyage jusqu'ici. Avant que l'une ou l'autre femme ne puisse répondre, la porte de la cabane en pierre s'ouvrit à nouveau bruyamment, et Cyrus émergea, le visage sombre de colère. Il marcha rapidement vers eux, ses bottes claquant dans le sol de plus en plus boueux. « Qu'est-ce que je vous ai dit à propos de lui parler ?» exigea Cyrus, poussant l'épaule de Miguel assez fort pour le faire trébucher en arrière. « Retourne à ton propre troupeau et reste-y. » Il se tourna ensuite vers Anna et Tira, sa voix dure. « Et vous deux, vous savez qu'il ne faut pas désobéir à mes ordres directs. Retournez au travail et que je ne vous reprenne pas à socialiser. » Miguel se stabilisa et fit face à Cyrus. « Écoutez, je ne sais pas quel est votre problème avec moi. Je ne suis pas venu ici depuis des années, et je ne savais pas que vous utiliseriez cette zone. Il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas partager le pré pacifiquement. » Cyrus s'approcha, son visage à quelques centimètres de celui de Miguel. « Mon problème, ce sont les travailleurs immigrants qui ne connaissent pas leur place et qui pensent pas qu'ils peuvent. » Un fort grondement de tonnerre interrompit ses paroles, résonnant contre les sommets environnants. Tous levèrent les yeux pour voir que les nuages d'orage étaient devenus beaucoup plus sombres et menaçants pendant qu'il parlait. Cyrus recula, sa colère apparemment supplantée par des préoccupations pratiques. « Pliez bagages !» cria-t-il à ses travailleurs. « Nous redescendons la montagne avant que ça n'empire. » Miguel regarda Anna et Tira répondre immédiatement par « Oui, monsieur Cyrus », et se précipiter vers leur section du troupeau. En quelques minutes, la grande opération était en mouvement, les travailleurs repliant efficacement les clôtures et rassemblant l'équipement avec la rapidité exercée de personnes qui avaient défait cela de nombreuses fois auparavant. La pluie s'intensifia alors que Cyrus et ses travailleurs disparaissaient sur le sentier de la montagne, leur grand troupeau de moutons se déplaçant comme un nuage vivant à travers la pluie brumeuse. Miguel resta à regarder jusqu'à ce qu'il soit complètement hors de vue, puis reporta son attention sur ses propres moutons. Les animaux se serraient les uns contre les autres face au temps qui empirait, cherchant toute protection possible. Miguel vérifia la clôture une dernière fois, s'assurant qu'elle était assez solide pour résister à la tempête. Satisfait que ses moutons soient aussi protégés que possible, il prit une décision. Malgré les revendications territoriales de Cyrus, la cabane en pierre était le seul abri convenable dans cette partie de la montagne. Elle avait été utilisée par des bergers pendant des générations. Elle n'appartenait à aucune personne en particulier. « Refuge public », marmonna Miguel pour lui-même en s'approchant de la cabane, l'eau de pluie dégoulinant de son chapeau et de sa veste. Il poussa la porte en bois et entra. L'intérieur était exactement comme il s'en souvenait des années auparavant. Une simple structure d'une pièce avec une petite cheminée en pierre, une table en bois avec 2 chaises et un cadre de lit étroit contre le mur du fond. Un occupant précédent avait laissé du bois de chauffage soigneusement empilé à côté du foyer. Miguel retira sa veste mouillée et l'accrocha à un crochet près de la porte. Il alluma un petit feu dans la cheminée, reconnaissant pour sa chaleur immédiate, tandis qu'il étalait ses provisions sur la table. L'odeur familière de la fumée de bois remplit l'espace, déclenchant des souvenirs des nombreuses nuits qu'il avait passées ici au fil des ans.
Alors qu'il arrangeait sa nourriture et son eau sur la table, un petit détail attira son attention. Là, gravé dans la surface en bois, se trouvait un motif de fleurs distinctes avec les initiales LS. Miguel se figea, sa main suspendue au-dessus de la gravure. « Non, » murmura-t-il, le cœur battant. « Ce n'est pas possible. » Il traça la fleur du bout des doigts, reconnaissant le dessin distinctif à 6 pétales que Lucia avait gravé sur d'innombrables objets quand elle était enfant. Elle avait développé cette habitude peu après leur arrivée au Wyoming, marquant des troncs d'arbres, des poteaux de clôture et des meubles avec ses initiales et ce même motif de fleurs. « Elle était ici », dit Miguel à voix haute, la réalisation le frappant comme un coup physique. Il commença à fouiller frénétiquement la cabane, cherchant d'autres signes de sa fille. Près du lit, partiellement caché dans le coin sombre, il aperçut quelque chose d'autre. Miguel s'agenouilla et ramassa un capteur de rêve poussiéreux et cassé. Les fils autrefois colorés étaient décolorés, et plusieurs des petites perles manquaient. Mais Miguel le reconnut immédiatement. Lucia avait été fascinée par les capteurs de rêve. Elle en avait fabriqué plusieurs après avoir appris leur existence auprès d'une femme amérindienne qui vendait occasionnellement des objets artisanaux à Rock Hollow. Celui-ci avait le même modèle de tissage que Lucia préférait, avec les fils bleus et rouges distinctifs qu'elle choisissait toujours. Les mains de Miguel tremblaient alors qu'il tenait le capteur de rêve. 2 preuves, toutes deux incontestablement liées à Lucia, dans un endroit qu'il n'avait pas visité depuis des années. Depuis combien de temps étaient-elles ici? Pourquoi n'avait-il pas remarqué la gravure lors de ses visites précédentes? Avec une soudaine urgence, Miguel sortit son téléphone satellite de son sac. Ces téléphones étaient coûteux, mais nécessaires pour les bergers travaillant dans des zones reculées sans couverture cellulaire. Il composa le numéro d'Harold, faisant les 100 pas anxieusement en attendant que son patron réponde. « Miguel, tout va bien là-haut. » La voix d'Harold grésilla à travers la connexion. « Harold, je dois partir. Quelqu'un doit venir s'occuper des moutons, » dit Miguel sans préambule. « Quoi? Miguel, de quoi parles-tu? » « J'ai trouvé quelque chose, des preuves que Lucia était ici, dans la cabane en pierre sur le pré de Chipone. » Il y eut une pause sur la ligne. « Miguel, tu es sûr? Ça fait 22 ans. » « J'en suis sûr, Harold. Je reconnais les marques de ma fille. Elle a gravé ses initiales ici et j'ai trouvé son capteur de rêve. Quelqu'un d'autre doit venir pour les moutons. Je dois y aller. » « Ce n'est pas possible, Miguel. Nous n'avons personne d'autre de disponible pour le moment. Tu ne peux pas simplement abandonner. »« Alors viens toi-même, » interrompit Miguel, sa voix s'élevant. « J'ai travaillé pour toi pendant 22 ans sans me plaindre. Je te demande cette seule chose. Miguel, sois raisonnable. Les moutons sont en sécurité dans l'enclos. Je suis auprès de Chipone, près de la vieille cabane en pierre. Quelqu'un doit être ici avant le matin. » Le ton de Miguel ne laissait aucune place à la négociation. « Je t'expliquerai tout plus tard. » Avant qu'Harold ne puisse répondre davantage, Miguel mit fin à l'appel. Il savait que son patron serait en colère, mais cela n'avait pas d'importance maintenant. Rien n'importait, sauf suivre cette piste pendant qu'elle était fraîche. Miguel rassembla ses affaires les plus essentielles et le capteur de rêve, laissant le reste de ses provisions dans la cabane. Il jeta un dernier regard à la fleur gravée et aux initiales, les imprimant dans sa mémoire, puis ressortit dans la tempête. La pluie avait transformé le sentier montagneux en une descente glissante et traîtresse. Miguel se déplaça aussi vite que la sécurité le permettait, son esprit courant plus vite que ses pieds. Au moment où il atteignit son camion, ses vêtements étaient trempés et ses bottes couvertes de boue. Mais il remarquait à peine son inconfort physique. Il démarra le moteur et dirigea le camion vers Silver Ridge,
la ville de l'autre côté de la montagne, d'où Anna et Tira avaient dit qu'elles venaient. La même ville où Cyrus devait être basé. Si la cabane en pierre lui appartenait, comme il le prétendait, alors il pourrait savoir quelque chose sur la gravure de Lucia. Tandis que Miguel naviguait sur les routes sinueuses de montagne sous la pluie battante, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. L'espoir. 21 minutes après avoir quitté la montagne, Miguel se retrouva à naviguer sur des routes inconnues vers Silver Ridge. La pluie s'était légèrement calmée, mais la visibilité restait mauvaise. Ses phares traçaient un chemin étroit à travers le brouillard, illuminant la route sinueuse à quelques mètres devant son camion. Son esprit était si absorbé par des pensées de la gravure et du capteur de rêve qu'il faillit manquer les silhouettes au bord de la route. Un rapide éclair de couleur attira sa vision périphérique. Une femme âgée, avec une jeune fille à ses côtés, le pouce tendu dans le signe universel pour demander un trajet. Le premier instinct de Miguel fut de continuer. Il était en mission urgente, et tout retard pourrait signifier perdre la trace de Cyrus avant d'obtenir des réponses. Mais lorsque ses phares illuminèrent pleinement la paire, une femme âgée aux cheveux argentés et une fille pas plus âgée que 10 ans, toutes deux trempées par la pluie, sa conscience ne lui permettrait pas de les laisser échouer. Il s'arrêta, baissant sa vitre, alors que la pluie éclaboussait immédiatement l'intérieur. « Où allez-vous » appela-t-il. La femme s'approcha, abritant l'enfant sous un parapluie fragile qui avait clairement perdu sa bataille contre le vent. « Silver Ridge, nous essayons juste de rentrer chez nous. »« J'y vais aussi, » dit Miguel. « Avez-vous besoin d'un trajet? »« Oh, vous voulez bien? »« Ce serait une telle bénédiction, » dit la femme, le soulagement évident dans sa voix. « Nous vivons sur l'avenue Pinecrest. »« Entrez, » dit Miguel, déverrouillant les portes. La femme et la fille montèrent sur le siège arrière, la fille montant en premier avant que la femme ne la suive. Toutes deux étaient complètement trempées. « Je suis désolé, je n'ai pas de couverture, » dit Miguel, réglant le chauffage à son niveau maximum. « Je ne suis qu'un berger qui se rend en ville. »« Pas besoin de vous excuser, » dit la femme, retirant sa veste mouillée. « Nous sommes reconnaissantes pour le trajet. Je suis Edith Holloway, et voici ma petite fille, Mara. »« Miguel Santos, » répondit-il, remettant le camion en mouvement. « Que faisiez-vous dehors par ce temps? »« Nous cueillions des fruits dans le verger des Johnson, » expliqua Edith, frottant les mains de Mara entre les siennes pour les réchauffer. Nous ne nous attendions pas à ce que la pluie arrive si soudainement. Mara éternua, incitant Edith à enrouler un bras autour de ses épaules. « J'espère que tu n'attrapes pas froid, ma chérie. Nous avons tant à faire demain. »« Je ne veux pas être malade pour mon anniversaire, » dit la fille en reniflant. « C'est ton anniversaire demain ?» demanda Miguel, établissant un contact visuel avec Mara dans le rétroviseur. Elle hocha la tête. « Je vais avoir 11 ans. Grand-mère et moi allons faire des tourtes aux moutons pour les offrir à tous nos voisins. Nous cuisinerons ce soir si tu te sens d'attaque, » dit Edith, lissant les cheveux humides de la fille. Miguel sourit à leur échange. « Joyeux anniversaire en avance, Mara. »« Merci, » rayonna la fille. « Voulez-vous venir demain pour le déjeuner ou le dîner? Nous faisons toujours des tourtes supplémentaires. »« C'est très gentil de votre part, » dit Miguel, touché par l'invitation de ces parfaits inconnus. « Mais je ne suis pas de Silver Ridge. Je rends juste visite à un ami. »« Oh, qui est votre ami? » demanda Edith. « C'est une petite ville. Tout le monde connaît tout le monde. À moins qu'il ne soit nouveau, bien sûr. » Miguel hésita, puis décida qu'il n'y avait aucun mal à mentionner le nom de Cyrus. « C'est un Américain, en fait. Il s'appelle Cyrus. Je ne connais pas son adresse. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus, et je voulais lui faire une surprise. »
Les yeux d'Edith s'élargirent, et elle laissa échapper un rire surpris. « Eh bien, vous êtes un homme chanceux. Il n'y a qu'un seul Cyrus à Silver Ridge, et il se trouve être notre voisin. Cyrus Brackenridge, le même propriétaire de la ferme Brackenridge, dont nous parlions justement. » Miguel essaya de cacher son choc face à cette coïncidence. « C'est vrai? Je n'arrive pas à croire que je suis dans la même voiture qu'une amie de Cyrus Brackenridge. »« Continue, » dit Edith. « Il possède la plus grande exploitation d'élevage du comté. Un homme si généreux, aussi, il emploie l'île la moitié de la ville et parraine notre festival annuel des récoltes. » Miguel resta silencieux, réconciliant cette description avec l'homme hostile qu'il avait rencontré sur la montagne. « Il est si humble, » ajouta Edith. « Il pourrait vivre n'importe où avec son argent, mais il reste dans notre modeste quartier. Il dit qu'il aime faire partie d'une vraie communauté. » « Ça semble être tout un homme, » parvint à dire Miguel. « Oh, il l'est, » acquiesça Edith. « Toute la ville le respecte. Homme d'affaires dur, mais juste. » Alors qu'il traversait Silver Ridge, Miguel nota le contraste entre le quartier commercial aisé et les zones résidentielles plus modestes où ils entrèrent finalement. Il s'arrêta devant une petite maison, bien entretenue avec un porche couvert. « C'est chez nous, » dit Edith. « Merci encore pour le trajet, Miguel. »« Quelle maison est celle de Cyrus ?» demanda Miguel alors qu'elle se préparait à sortir. Edith pointa vers une maison au bout de la rue, plus grande que ses voisines, mais loin d'être ostentatoire. « Cette maison d'angle là-bas, on dirait qu'il n'est pas encore rentré, » observa Edith, notant l'absence de véhicules dans l'allée. « Voulez-vous entrer et attendre au chaud? Je peux faire du café. »« Non, merci, » répondit Miguel. « J'attendrai dans mon camion. » Après qu'elles furent descendues et eurent disparu à l'intérieur, Miguel resta garé, moteur au ralenti, pour maintenir le chauffage en marche. La pluie tapait régulièrement sur le toit, tandis qu'il fixait la maison de Cyrus, répétant ce qu'il dirait. Son téléphone satellite vibra, probablement Harold, qui rappelait à propos des moutons abandonnés, mais Miguel l'ignora. Ce problème semblait trivial maintenant, comparé à la possibilité de trouver des réponses sur Lucia. Quelques minutes plus tard, des phares tranchèrent l'après-midi gris, alors qu'un pick-up noir tournait dans l'impasse. Miguel reconnut immédiatement le véhicule. C'était le même qui avait été garé près de la cabane en pierre sur la montagne. Le camion s'engagea dans l'allée de Cyrus, et un moment plus tard, l'homme lui-même émergea, col relevé contre la pluie. Sans hésitation, Miguel sortit de son camion et traversa la rue mouillée. « Cyrus !» appela-t-il. L'homme se retourna, la reconnaissance et l'agacement assombrissant immédiatement son visage. « Toi ?» dit Cyrus, la voix tranchante d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu fais chez moi? » Miguel s'approcha, paume levée, en un geste apaisant. « Je suis désolé de vous surprendre comme ça. J'ai besoin de vous demander quelque chose d'important. »« Comment as-tu même trouvé où j'habite? » exigea Cyrus, clé serrée fermement dans sa main, comme s'il envisageait de les utiliser comme armes. « Après votre départ de la montagne, je suis entré dans la cabane, » expliqua rapidement Miguel. « J'ai trouvé quelque chose à l'intérieur, une gravure sur la table en bois, une fleur avec les initiales LS. » Cyrus le fixa avec une irritation croissante. « Tu m'as suivi jusqu'à ma maison pour me demander des rayures sur une table. Tu es fou? »« Ce ne sont pas juste des rayures, » insista Miguel, sa voix s'élevant malgré ses efforts pour rester calme. « Ma fille a gravé ce symbole, Lucia Santos. Elle a disparu il y a 22 ans, exactement à cet endroit sur le pré de Chipone. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Cyrus. Surprise, reconnaissance, ou peut-être juste une colère croissante. Mais cela disparut rapidement. « Écoute, » dit Cyrus, faisant un pas vers sa porte d'entrée. «
Je suis fatigué, je suis mouillé, et je suis pressé de retourner au travail. Je n'apprécie pas d'être accosté chez moi. Quoi qu'il soit arrivé à ta fille, il y a 22 ans, ça n'a rien à voir avec moi. Mais la gravure... Je me fiche complètement d'une gravure, lança Cyrus. Cette cabane a été utilisée par des centaines de bergers au fil des ans. N'importe qui aurait pu mettre ça là. C'est la marque de ma fille, persista Miguel. Elle gravait toujours cette même fleur, et j'ai aussi trouvé son capteur de rêve. Cette conversation est terminée, dit Cyrus platement. Il fait froid, il pleut, et je rentre chez moi. Si je te revois autour de ma propriété, j'appelle la police. Compris? Avant que Miguel ne puisse répondre, Cyrus disparut dans sa maison, la porte claquant derrière lui avec une finalité qui laissa Miguel debout, seul sous la pluie. Homme fier et grossier, marmonna Miguel, frustration et déception le submergeant. Il retourna péniblement à son camion, l'esprit en ébullition. La gravure devait être celle de Lucia, il en était certain. Et si c'était la sienne, elle avait dû être dans cette cabane à un moment après sa disparition. Quand il avait fouillé la cabane ce terrible jour, 22 ans auparavant, il n'y avait pas de gravure. Et il était également certain qu'elle n'était pas là il y a 7 ans, la dernière fois qu'il avait amené des moutons à Spray. Il se souvenait d'être assis à cette même table, mangeant ses repas simples dans la solitude. En se réinstallant dans le siège du conducteur, Miguel remarqua le logo sur la vitre arrière du camion de Cyrus. Un mouton stylisé, avec les mots « Brackenridge Heritage Livestock » courbé au-dessus. Miguel démarra son moteur, considérant son prochain mouvement. Peut-être que demain matin, il pourrait essayer d'aborder Cyrus à nouveau, ou peut-être visiter directement sa ferme cet après-midi. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il remarqua Edith sortant de sa maison, lui faisant signe pour attirer son attention. Il baissa sa vitre tandis qu'elle s'approchait, emmitouflée dans un imperméable. « Vous avez manqué votre ami ?» demanda-t-elle, jetant un coup d'œil vers la maison de Cyrus. « Non, je l'ai vu », répondit prudemment Miguel. Mais il semblait occupé. Pas un bon moment pour une visite surprise. Edith hocha la tête avec compréhension. « Ah oui, il rentre souvent à cette heure, mais repart peu après. Toujours en mouvement, cet homme, pas étonnant avec cette grande ferme à gérer. »« La ferme ?» dit Miguel, saisissant l'opportunité. « Je ne connais pas bien cette région. Pourriez-vous me dire où elle se trouve? »« Oh, ce n'est pas loin, » dit Edith. « Pourquoi n'entreriez-vous pas une minute? Je peux vous montrer sur une carte. » Cette fois, Miguel accepta l'invitation. À l'intérieur de la maison chaude et modeste, Mara était déjà en train de sortir des ingrédients de pâtisserie sur le comptoir de la cuisine. Edith récupéra une carte locale dans un tiroir et l'étala sur la table à manger. « Nous sommes ici, » dit-elle, encerclant le emplacement actuel avec un crayon. Puis elle traça un itinéraire avec son doigt. « Et la ferme Brackenridge est par ici, à environ 15 minutes à l'est de la ville. » Elle encercla une autre zone, plus grande que la première. C'est la plus grande exploitation d'élevage du comté. « Merci, » dit Miguel, alors qu'elle pliait la carte et la lui tendait. « Gardez-la, » insista Edith. « J'ai vécu ici toute ma vie. Je connais ces routes comme ma poche. »« Nous allons commencer à cuisiner maintenant, » annonça Mara depuis la cuisine. « Les tourtes d'anniversaire. » Miguel sourit à l'enthousiasme de la fille. « Je devrais vous laisser à votre cuisine. Merci pour votre aide, Edith. » « Je pensais ce que j'ai dit à propos du dîner demain, » lui rappela-t-elle en le raccompagnant à la porte. « Si vous êtes encore en ville, nous serions ravis de vous avoir. Vous êtes un homme gentil, Miguel. »« Merci, » dit-il sincèrement, « pour tout. » En retournant à son camion et en s'éloignant du trottoir, Miguel jeta un dernier regard à la maison de Cyrus.
Quelque part dans le monde de cet homme se trouvèrent des réponses sur Lucia. Il en était sûr maintenant. Et avec la carte serrée dans sa main, il savait exactement où chercher ensuite. Miguel suivit la carte qu'Edith lui avait donnée, conduisant lentement à travers des rues inconnues, tout en assimilant la disposition de Silver Ridge. La ville était plus grande que Rock Hollow, avec un véritable centre-ville comprenant des boutiques, des restaurants et des bâtiments municipaux. Contrairement à son plan de confronter Cyrus chez lui, Miguel pensait maintenant qu'un cadre plus neutre pourrait donner de meilleurs résultats. Peut-être qu'à la ferme, avec d'autres personnes autour, Cyrus serait moins hostile et plus disposé à écouter. « Je devrais m'excuser de m'être présenté chez lui », murmura Miguel pour lui-même. « Nous nous sommes juste rencontrés à un moment malheureux. Le temps en montagne met tout le monde sur les nerfs. » Alors qu'il approchait d'une station-service, envisageant un arrêt rapide pour faire le plein, un pick-up noir le dépassa à toute vitesse. Miguel reconnut immédiatement le logo Brackenridge Heritage Livestock sur la vitre arrière, le véhicule de Cyrus. Le camion se déplaçait avec une urgence inhabituelle, zigzagant à travers la circulation devant lui. Sans trop réfléchir, Miguel accéléra, suivant à une distance de sécurité. Pourquoi Cyrus était-il si pressé? La curiosité et l'instinct poussèrent Stealth Miguel en avant, gardant le pick-up noir en vue, alors qu'il naviguait à travers les rues de la ville. Pendant plusieurs minutes, il maintint sa poursuite, restant suffisamment loin pour éviter d'être détecté. Puis, à un feu de circulation, Miguel se retrouva directement derrière le camion de Cyrus. Dans l'immobilité momentanée, Cyrus jeta un coup d'œil dans son rétroviseur. Leur regard se croisa, et Miguel vit une reconnaissance immédiate traverser le visage de l'homme. Quand le feu passa au vert, Cyrus accéléra brusquement, les pneus du camion crissant contre le pavé mouillé. Il fit un virage soudain à droite, puis un autre à gauche, tentant clairement de semer son poursuivant. Malgré les meilleurs efforts de Miguel pour poursuivre, sa méconnaissance des routes le désavantageait. Après plusieurs autres virages, il se retrouva dans une ruelle, sans aucun signe du véhicule de Cyrus. « Merde !» marmonna Miguel, s'arrêtant pour consulter sa carte. « Qu'est-ce que cet homme cache ?» L'intensité de la réaction de Cyrus à être suivi ne fit que renforcer la conviction de Miguel que l'homme savait quelque chose sur Lucia. Alors qu'il étudiait la carte, son téléphone satellite sonna. L'écran affichait le numéro d'Harold. « Allô ?» répondit Miguel, continuant à conduire lentement tout en parlant. « Miguel !» La voix d'Harold était tranchante de colère. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang? J'ai envoyé Rodriguez à Chipone et il a trouvé les moutons seuls dans l'enclos. Tu ne peux pas simplement abandonner un troupeau comme ça. »« Je suis désolé, Harold, » dit Miguel, ses yeux scrutant la route devant lui. « J'ai trouvé quelque chose, des preuves que Lucia aurait pu être dans cette cabane. » « Des preuves? Quelles preuves? » « Sa gravure, la fleur avec ses initiales qu'elle faisait partout. Et son capteur de rêve, ils étaient dans la cabane en pierre. » Le ton d'Harold s'adoucit légèrement. « Miguel, je comprends à quel point retrouver Lucia est important pour toi. Mais connais-tu un fermier nommé Cyrus? » interrompit Miguel. « Cyrus Brackenridge, propriétaire de Brackenridge Livestock. Le nom me semble familier. J'ai entendu parler de leur grande exploitation, mais je n'ai jamais traité directement avec eux. Pourquoi? Il prétend posséder la cabane en pierre où j'ai trouvé la gravure de Lucia. Je dois lui parler, découvrir ce qu'il sait. » Alors que Miguel expliquait, des lumières de clignotantes apparurent dans son rétroviseur. Une voiture de police lui signalait de s'arrêter. « Harold, je dois y aller, police. » Miguel termina l'appel et se rangea sur le côté de la route, le cœur battant. L'officier s'approcha de sa fenêtre, l'expression sévère.
Permis et carte grise, s'il vous plaît, demanda l'officier. Miguel s'exécuta, tendant ses documents. Y a-t-il un problème, officier? Vous conduisiez en utilisant votre téléphone, déclara l'officier. Et nous avons reçu une plainte concernant un véhicule correspondant au vôtre suivant quelqu'un à travers la ville. Possible comportement de harcèlement. La mâchoire de Miguel se crispa. Harcèlement? Je ne harcelais personne. Je ne suis même pas de cette ville. J'essaie juste de trouver mon chemin. Alors, pourquoi suiviez-vous un pick-up noir avec un logo de ferme dessus? Demanda précisément l'officier. Ce conducteur roulait dangereusement vite, contra Miguel. L'avez-vous arrêté aussi? Monsieur, j'ai besoin que vous restiez calme, dit fermement l'officier. Nous avons déjà parlé avec l'autre conducteur. Après avoir vérifié les documents de Miguel, l'officier retourna brièvement à la voiture de patrouille avant de revenir. Tout est en ordre avec votre permis, dit-il, rendant les documents. Mais je vous donne un avertissement concernant l'utilisation de votre téléphone en conduisant. Et je vous suggère fortement d'éviter tout comportement qui pourrait être interprété comme suivre ou harceler d'autres citoyens. Est-ce clair? Oui, officier, répondit Miguel, sachant que toute argumentation supplémentaire serait inutile. Alors que la voiture de police s'éloignait, Miguel resta assis dans son camion, reconsidérant son approche. Cyrus avait clairement été jusqu'à appeler la police pour signaler qu'il était suivi. L'homme l'évitait activement. Pourquoi? Que cachait-il? Après un moment de réflexion, Miguel décida de poursuivre son plan de visiter la ferme Brackenridge. Il s'approcherait ouvertement, sans se faufiler. Si cela ne fonctionnait pas, il impliquerait proprement les autorités, déposerait un rapport sur la gravure et ses soupçons. Suivant la carte, Miguel conduisit jusqu'à la périphérie de la ville, où Edith avait indiqué que la ferme se trouverait. Il arriva bientôt devant une grande propriété avec plusieurs granges et dépendances. Un panneau à l'entrée confirma qu'il avait trouvé Brackenridge Heritage Livestock. Il se gara à une distance qui ne paraîtrait pas menaçante, mais offrait encore une vue sur la cour principale. Presque immédiatement, il repéra le pick-up noir de Cyrus garé près d'une grande grange. Alors qu'il regardait, Cyrus sortit de l'un des bâtiments, suivi par Anna et Tira, les femmes qu'il avait rencontrées sur la montagne ce matin. Chacune portait une caisse en bois qu'elles chargèrent à l'arrière d'un camion à caisse fermée garé dans la cour de gravier. Miguel regarda Cyrus et un autre homme, costaud avec un crâne rasé, monter dans la cabine du camion à caisse. Les femmes montèrent à l'arrière avec leurs caisses. Le camion démarra et s'éloigna de la ferme, se dirigeant vers les montagnes qui séparaient Silver Ridge de Rock Hollow. La curiosité et l'inquiétude poussèrent Médane et Miguel à suivre à distance. Le camion à caisse prit une série de routes de plus en plus isolées, tournant finalement sur un étroit chemin de terre qui serpentait dans les contreforts. La pluie s'était intensifiée à nouveau, et le brouillard s'accrochait au flanc de la montagne, créant une atmosphère lugubre et isolée. Miguel maintint une distance de sécurité, s'arrêtant finalement quand le camion se gara dans une clairière. À travers la pluie brumeuse, il regarda Cyrus et son compagnon sortir de la cabine et se déplacer vers l'arrière du camion. Ils aidèrent Anna et Tira à descendre, chacune portant encore leur caisse en bois remplie de ce qui ressemblait à des boîtes de conserve. Les femmes semblaient soumises, presque résignées, alors qu'elles suivaient les hommes sur un sentier étroit qui disparaissait dans le flanc rocheux de la montagne. Laissant son camion, Miguel suivit à pied, restant caché derrière des rochers et des broussailles. Le groupe marcha pendant environ 10 minutes, avant de s'arrêter à ce qui semblait être une habitation rudimentaire, construite dans le flanc de la montagne. Elle ressemblait à une grotte avec un mur avant improvisé, construit du même granit que la cabane en pierre, avec une porte en bois encastrée.
Le groupe disparut à l'intérieur de la structure. Miguel s'approcha furtivement, s'abritant derrière un gros rocher à environ 30 mètres. Il sortit son téléphone satellite, prêt à appeler à l'aide si nécessaire. Mais il hésita. Qu'était-il exactement en train de voir? Était-ce une sorte d'entrepôt, un abri ou quelque chose de plus sinistre? Après environ 15 minutes, Cyrus et son compagnon sortirent Tidasan Anna et Tira. L'homme costaud sécurisa un lourd cadenas sur la porte en bois avant qu'ils ne commencent à redescendre le sentier. Miguel essaya de rester caché, se déplaçant d'un affleurement rocheux à un autre. Mais les pierres instables sous ses pieds trahirent sa présence. Une petite cascade de cailloux alerta les hommes d'un mouvement, et ils commencèrent à fouiller la zone. « Qui est là ?» cria Cyrus, scrutant le flanc de la colline. Miguel tenta de se retirer, se déplaçant silencieusement entre les cachettes, mais le terrain offrait une couverture limitée. Après plusieurs minutes tendues de cache-cache, le compagnon de Cyrus le repéra, se baissant derrière un arbre tombé. « Là !» cria l'homme, et tous deux se précipitèrent vers Miguel. « Arrêtez !» cria Miguel, tenant bon alors que Cyrus s'approchait, le visage déformé par la rage. « Encore toi !» cracha Cyrus. « Tu me suis. Qu'est-ce que tu es? Une sorte de flic infiltré ou des renseignements? »« Je ne suis pas policier, » dit fermement Miguel. « Je vous l'ai déjà dit. Je veux juste parler de ma fille et de cette gravure dans votre cabane. Mais maintenant, je me demande ce que vous faites avec ces femmes. » Cyrus échangea un regard avec son compagnon. « Tu en as trop vu. Plus de discussion. » Il s'avança vers Miguel, ayant clairement l'intention de le forcer dans la structure de la grotte. Instinctivement, Miguel adopta une posture défensive. Ayant grandi au Pérou rural, il avait appris à se battre par nécessité, des compétences qu'il utilisait rarement, mais n'oubliait jamais. Alors que l'homme costaud se jetait sur lui, Miguel fit un pas de côté et délivra un coup tranchant dans le plexus solaire de l'homme, suivi d'un puissant uppercut qui connecta avec sa mâchoire. L'homme s'effondra, momentanément étourdi. Cyrus, plus agile que sa corpulence ne le suggérait, plaqua Miguel par le côté. Ils roulèrent au sol, luttant pour l'avantage sur le sol mouillé et rocheux. Cyrus parvint à épingler Miguel brièvement, cherchant quelque chose à sa ceinture. Un couteau de chasse, sa lame brillant dans la faible lumière. Voyant l'arme, Miguel se cabra violemment, délogeant son attaquant suffisamment pour atteindre une pierre de la taille d'un poing à proximité. Alors que Cyrus levait le couteau, Miguel balança la pierre de toutes ses forces, frappant le côté de la tête de Cyrus. Le sang jaillit immédiatement de la blessure, et Cyrus s'effondra, le couteau tombant de sa main. Respirant lourdement, Miguel se remit sur pied, examinant les deux hommes inconscients. Il saisit son téléphone satellite qui avait été préprogrammé pour se connecter au répartiteur de secours le plus proche. Il signala rapidement sa position et la situation. Après avoir fourni plus de détails et des assurances qu'il resterait sur les lieux, Miguel s'approcha de la porte verrouillée de l'habitation troglodyte. Utilisant la même pierre qui avait neutralisé Cyrus, il frappa à plusieurs reprises le cadenas jusqu'à ce qu'il se brise. La lourde porte en bois grinça en s'ouvrant, révélant une obscurité totale à l'intérieur. Alors que Miguel entrait, la puanteur le frappa immédiatement. Une forte odeur de déchets humains, de nourriture pourrie et de corps non lavés. Il eut un haut le cœur, couvrant son nez et sa bouche avec sa manche. « Anna, Tira » appela-t-il, ses yeux s'adaptant lentement à la pénombre. Alors que sa vision s'adaptait, les conditions horribles devinrent apparentes. Le sol en terre était jonché de restes de nourriture et d'excréments humains. L'air était chargé d'humidité et de l'odeur douceâtre de la décomposition. Contre le mur du fond, plusieurs silhouettes étaient blotties ensemble sur des matelas sales. Miguel s'approcha prudemment, reconnaissant Anna et Tira,
parmi un groupe de 5 jeunes femmes. Toutes semblaient désorientées, leurs yeux sans focus. Quand il secoua doucement les épaules d'Anna, sa tête bascula sur le côté. Ses pupilles étaient dilatées, signe clair d'une forte sédation. « Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ?» chuchota-t-il, vérifiant chaque femme pour s'assurer qu'elle respirait correctement. En examinant l'espace sinistre, Miguel remarqua quelque chose sur les murs de la grotte qui glaça son sang. Gravés dans les surfaces jeans de pierre, se trouvaient des dizaines de motifs de fleurs identiques, chacun accompagné des initiales LS. Lucia Santos, la même marque qu'il avait trouvée dans la cabane en pierre, répétée encore et encore à travers la grotte. En baissant les yeux, il vit qu'Anna tenait encore une pierre pointue dans sa main. À ses pieds, un motif de fleurs fraîchement gravé était incrusté dans le sol de la grotte, le travail interrompu par quelques drogues que Cyrus avait administrées. La réalisation frappa Miguel avec une force physique. Anna était Lucia. Sa fille adorée avait été ici tout ce temps, et ce matin même, il lui avait parlé sans le savoir. Elle avait gravé ce même symbole année après année, s'accrochant à son identité de la seule façon qu'elle pouvait. Le hurlement des sirènes perça le brouillard montagneux, alors que plusieurs véhicules de police naviguant sur le sentier étroit vers la grotte. Miguel sortit, agitant les bras pour les guider vers l'emplacement exact. 2 voitures de patrouille et une ambulance parvinrent à monter le terrain accidenté, leur lumière rouge et bleue créant une lueur surnaturelle dans la pluie brumeuse. « Par ici !» appela Miguel alors que des officiers sortirent de leur véhicule, les mains planant près de leurs armes. « C'est moi qui ai appelé », expliqua-t-il alors qu'ils approchaient. « Les hommes sont là-bas. » Il pointa vers l'endroit où Cyrus et son complice gisaient inconscients sur le sol mouillé. 2 officiers vérifièrent immédiatement les hommes tombés, tandis que d'autres sécurisèrent le périmètre. Miguel regarda comme il confirmait que les 2 hommes étaient un vivant, bien que Cyrus eut une blessure significative à la tête qui saignait encore. « Que s'est-il passé ici ?» demanda une officière avec un badge l'identifiant comme sergent Reyes. « Légitime défense », expliqua Miguel, montrant les éraflures sur ses propres mains et son visage. « Ils m'ont attaqué quand j'ai découvert ce qu'ils faisaient. Il y a des femmes à l'intérieur de cette grotte, des immigrantes qu'ils gardèrent prisonnières. » Le sergent Reyes fit signe à plusieurs officiers qui s'approchèrent immédiatement de l'entrée de la grotte, lampe de poche dégainée. Le personnel médical arriva avec des civières pour Cyrus et son compagnon, travaillant rapidement pour les stabiliser avant le transport. « Ces hommes sont en état d'arrestation », dirent-ils aux ambulanciers, sortant des menottes et attachant l'un des poignets de Cyrus au cadre de la civière. Son partenaire fit de même avec l'autre homme. Ils doivent rester sous garde en tout temps. Miguel regarda les civières être soigneusement manœuvrées en bas de la colline vers l'ambulance qui attendait. Malgré tout, il ne ressentait aucune satisfaction à voir Cyrus blessé. Sa seule préoccupation maintenant était pour les femmes à l'intérieur de la grotte, surtout Anna. « Il y a 5 femmes là-dedans », dit-il au sergent Reyes. « Elles semblent être droguées. L'une d'elles... » Il hésita, les mots se coinçant dans sa gorge. « L'une d'elles pourrait être ma fille, disparue il y a 22 ans. » L'expression de Reyes s'adoucit légèrement. « Nous allons les sortir et leur obtenir de l'aide. » En quelques minutes, des officiers sortirent de la grotte, guidant et portant les 5 femmes. Anna et Tira vinrent en premier, chacune soutenue par un officier de chaque côté. Elles furent suivies par 3 autres jeunes femmes, dans des conditions similaires, toutes semblant désorientées et faibles. Les lumières vives et l'air frais semblaient en les submerger, les faisant plisser les yeux et se détourner.
Des techniciens médicaux s'approchèrent immédiatement avec des couvertures, enveloppant chaque femme avant de les aider vers les véhicules. Miguel se précipita aux côtés d'Anna, marchant le long de sa civière. « Anna, dit-il doucement, prenant sa main. Tu es en sécurité maintenant. » Ses yeux papillonnèrent, luttant pour se concentrer sur son visage. Le technicien médical, vérifiant ses signes vitaux, semblait préoccupé. « Elles montrent toutes des signes de forte sédation, » informa-t-il Miguel. « Nous devons les emmener à l'hôpital immédiatement pour un traitement et une évaluation appropriée. »« Je viens avec elle, » dit fermement Miguel. Le technicien hocha la tête. « Suivez l'ambulance dans votre véhicule. Nous les emmenons à Silver Ridge Memorial. C'est le seul hôpital de la région. » Alors que les femmes étaient chargées dans les ambulances, le sergent Reyes s'approcha à nouveau de Miguel. « Mon équipe sécurise la scène, » expliqua-t-elle. « Nous allons fouiller toute cette zone pour voir s'il y a d'autres endroits comme celui-ci. Avez-vous une idée de pourquoi ils ont amené ces femmes ici, spécifiquement ?» Miguel secoua la tête. « Non, j'essayais de parler avec Cyrus d'une affaire personnelle quand j'ai vu qu'il transportait Anna et Tira depuis sa ferme. J'ai suivi parce que quelque chose ne semblait pas normal. »« Bon instinct, » commenta Reyes. « Nous aurons besoin d'une déclaration complète de votre part, mais cela peut attendre jusqu'à ce que nous arrivions à l'hôpital. Pour l'instant, suivez l'ambulance et je vous y rejoindrai après avoir coordonné avec l'équipe de recherche. » Miguel hocha la tête et se précipita vers son camion. En démarrant le moteur, il regarda les ambulances naviguer soigneusement le sentier de montagne, les lumières rouges pulsant à travers le brouillard. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant, pas à cause du froid ou de l'adrénaline du combat, mais de l'écrasante possibilité qu'après 22 ans, il ait vraiment retrouvé Lucia. La gravure, le capteur de rêve, les gestes familiers d'Anna, et maintenant les marques LS. Répétées à travers la grotte, tout pointait vers une vérité qu'il osait à peine croire. Sa fille aurait pu être cachée au grand jour, travaillant à la ferme de Cyrus. Miguel roula dans son camion derrière les ambulances, suivant leurs lumières clignotantes tout le chemin jusqu'à l'hôpital Silver Ridge Memorial. Les événements de la journée tourbillonnaient dans son esprit, comme les nuages d'orage au-dessus. Depuis qu'il avait, à contre-cœur, emmené les moutons à la montagne ce matin jusqu'à maintenant, poursuivant des ambulances transportant 5 femmes secourues de captivité, dont l'une pourrait être sa fille disparue depuis longtemps. Quand ils arrivèrent à l'entrée des urgences, le personnel médical se mit rapidement en action. Anna, Tira et les 3 autres femmes furent rapidement transférées sur des civières et emmenées à travers les portes automatiques. Miguel tenta de suivre Anna, mais fut gentiment intercepté par une infirmière. « Monsieur, j'ai besoin que vous attendiez dans la zone d'accueil, » dit-elle fermement, mais avec gentillesse. « Les médecins ont besoin d'espace pour travailler. » Miguel s'exécuta à contre-cœur, prenant place dans la salle d'attente. L'environnement stérile, avec ses murs bleu pâle et son odeur antiseptique, semblait surréaliste après la saleté et le chaos de la grotte de montagne. Il fixa ses bottes couvertes de boue, digérant encore tout ce qui s'était passé. Ce matin même, il acceptait à contre-cœur d'emmener les moutons d'Harold à la montagne, une tâche routinière qu'il avait évitée pendant des années, à cause des souvenirs douloureux qu'elle évoquait. Maintenant, il avait découvert une gravure qui correspondait à la marque distinctive de Lucia, s'était battu avec l'homme qui pourrait être responsable de sa disparition et avait secouru 5 femmes de conditions horribles. Au fil des minutes, la culpabilité s'infiltra dans les pensées de Miguel. Pourquoi avait-il arrêté d'aller à cette cabane en pierre il y a 7 ans? S'il avait continué ses visites régulières à la montagne, aurait-il remarqué la gravure plus tôt, trouvé Lucia des années plus tôt? Le poids de ces 7 années perdues pesait sur lui
comme un fardeau physique. Je l'ai abandonné 2 fois, murmura-t-il pour lui-même, enfouissant son visage dans ses mains. D'abord, quand je suis parti chercher ce mouton, puis quand j'ai arrêté de chercher à cet endroit. 2 heures de passèrent avant qu'un médecin ne s'approche de lui, une femme d'âge moyen, avec des yeux aimables et un sourire fatigué. « Êtes-vous le monsieur qui est venu avec les 5 femmes de la montagne ?» demanda-t-elle. Miguel se leva immédiatement. « Oui, comment vont-elles? »« Elles ont été stabilisées, » assura le médecin. Elles souffraient toutes de déshydratation, de malnutrition et des effets de quelque sorte de sédatifs. Nous faisons encore des tests pour identifier la substance exacte, mais elles sont conscientes maintenant et leurs signes vitaux sont bons. « Puis-je voir Anna ?» demanda Miguel avec urgence. Le médecin consulta son bloc-notes. « Chambre 212. Vous pouvez la visiter brièvement, mais elle a besoin de repos. » Miguel la remercia et se précipita dans le couloir, suivant les indications vers le 2e étage. Quand il atteignit la chambre 212, il s'arrêta sur le seuil, soudain incertain. Et s'il se trompait? Et si la similitude entre la gravure d'Anna et celle de Lucia n'était qu'une coïncidence? Prenant une profonde inspiration, il frappa doucement et entra dans la chambre. Anna était allongée dans le lit d'hôpital, une perfusion connectée à son bras. Elle fixait le plafond, son expression vide et distante, si différente de la femme qui lui avait souri et fait signe sur la montagne ce matin. Quand elle l'entendit entrer, elle tourna légèrement la tête. « Le berger », dit-elle doucement, la reconnaissance scintillant dans ses yeux. « De la montagne. » Miguel s'approcha lentement du lit. « Oui, nous nous sommes rencontrés ce matin. Je m'appelle Miguel. » Anna hocha la tête, l'observant prudemment. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, prenant place dans la chaise à côté de son lit. « Mieux, » dit-elle. « Les médicaments aident. Ils ont dit que les drogues seront hors de mon système bientôt. »« Bien, » dit Miguel, soulagé. « C'est bien. » Un silence gêné s'installa entre eux. Miguel rassembla son courage et parla finalement. « Je voulais te dire ce qui s'est passé après notre rencontre ce matin, » dit-il. « J'ai eu un trajet avec une femme nommée Edith, qui vit près de Cyrus. J'ai essayé de lui parler chez lui, mais il a refusé. Puis je l'ai suivi jusqu'à la ferme, et je l'ai vu t'emmener avec Tira dans cette grotte. » Les yeux d'Anna s'élargirent dilettamment, légèrement. « Vous l'avez suivi tout ce chemin? » ?»« Pourquoi ?» Miguel hésita, puis décida que la franchise était préférable. « Je dois te demander quelque chose d'important. La gravure de fleurs avec les initiales LS, est-ce toi qui les as faites? Celles dans la maison grotte et dans la cabane en pierre. » Les doigts d'Anna tressaillirent légèrement sur la couverture. « Oui, » admit-elle. « Je l'ai toujours fait depuis que j'étais petite. Mais dans la grotte. » Sa voix faiblit. « Dans la grotte, je les ai utilisés pour compter combien de fois il m'y mettait. Une gravure pour chaque punition. Qu'est-ce que toi et Tira avez en fait pour mériter une punition cette fois? » demanda doucement Miguel. Une larme glissa sur la joue d'Anna. « Parce que j'ai parlé avec vous ce matin, montré de la gentillesse à un étranger. Cyrus ne permet pas ça. Il est très contrôlant. Il a aussi dit quelque chose à propos de ma stupide gravure, et ça l'a vraiment mis en colère. » Miguel hocha la tête, ses soupçons se renforçant de seconde en seconde. « Anna, » dit-il prudemment, « j'avais autrefois une fille qui gravait exactement le même motif de fleurs, avec les mêmes initiales. Elle s'appelait Lucia Santos. Elle a disparu il y a 22 ans, quand elle avait 9 ans. J'étais parti chercher un mouton qui s'était égaré, et quand je suis revenu à la cabane en pierre, elle avait disparu. » Anna le fixa, ses yeux s'élargissant à chaque mot. « Lucia Santos,
répéta-t-elle doucement, comme si elle testait le son du nom. Oui, confirma Miguel. Ma fille. La respiration d'Anna s'accéléra. C'est mon nom, chuchota-t-elle. Mon vrai nom, avant que je devienne Anna. Le cœur de Miguel battait dans sa poitrine. Lucia, demanda-t-il, sa voix se brisant. Elle hocha lentement la tête, les larmes coulant maintenant librement. Êtes-vous mon père? Oui, chuchota Miguel, tendant la main vers la sienne. Oui, Lucia, je suis ton père. Miguel s'en émut. Pendant un moment, ils se fixèrent simplement, comblant un écart de 22 ans avec des regards larmoyants. Puis Miguel se leva de sa chaise et serra prudemment sa fille dans ses bras, conscient de la perfusion dans son bras. Elle s'accrocha à lui, son corps secoué de sanglots. « Je pensais que tu étais mort, » pleura-t-elle contre son épaule. « Il m'a dit que tu étais mort. »